tradition avant le début de toute activité, respectée ce 29 octobre. Ce jour, l'on fait le point sur les grandes orientations du parti, sorties du dernier congrès tenu en mai dernier. Lesquelles recommandations préconisent le renouvellement des structures de base et dans le où est ces choses faites. Les bureaux des sous-sections renouvelés, le premier responsable du parti au niveau provincial peut s'en féliciter. Les membres du BN ressortissants de la province qui étaient chargés de mettre la section provinciale l'ont fait. Et comme on nous a donné aussi mandat de travailler, nous aussi on a mis en place les 6 des départements. Donc ce qui fait qu'il y a des arrondissements. On a convoqué aujourd'hui toutes nos militantes et militants pour les rendre compte et les présenter ces différentes structures qui doivent travailler sur le territoire des départements et des arrondissements. Alfred Sanou, Boubacar Sanou et Yacouba Milogo, des cadres de l'ancien parti au pouvoir présent à cette assemblée générale. Au même moment, à Bobo Dioulasso, se tient une rencontre de l'association G33 Dignité, formée par certains militants du CDP qui réclament le retour au pays de Blaise Compaoré et de tous les exilés politiques. Mais pour Boubacar Sanou, ces actions sont un coup d'épée dans l'eau. Le retour de Blaise Compaoré ne peut se faire sans une victoire du CDP aux prochaines joutes électorales. Vous avez déjà vu une association à une élection? Vous avez déjà vu un député ou un maire que c'est le maire d'une association ou d'un parti? Ok. Donc aujourd'hui, pour que Blaise revienne au Burkina, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le parti de Blaise soit au pouvoir. C'est la meilleure solution. Mais est-ce que c'est une association qui est le parti de Blaise? Mais ceux qui travaillent aujourd'hui au nom de l'association pour le retour de Blaise, sont-ils contre Blaise ou sont-ils pour Blaise? Actuellement, il y a une association qui est née du nom du G33, qui en fait est une association qui ne cherche pas la promotion du parti. Et donc nous avons expliqué clairement à tous les militants ce qu'il en est. 2020, date des prochaines élections présidentielles, se rapproche à grands pas et Christophe Sanon appelle tous les militants à se donner la main pour une victoire éclatante du parti de l'épied de la Daba. Et tous ceux qui disent qu'ils sont du CDP, s'ils ne sont pas avec le groupe la section provinciale, donc ce qu'ils disent, ils ne sont pas du CDP. Voilà, je ne les exclus pas, mais j'invite tout le monde à revenir. Parce que dans une famille, tant qu'il n'y a pas d'entente, vous ne pouvez pas gagner. Le bureau du CDP donne quitus au nouveau responsable des sous-sections pour dérouler le rouleau compresseur et investir tous les villages et hameaux reculés à la conquête de tous les militants. Retour à Ouagadougou où le procès dit du coup d'État manqué de septembre 2015 suit son cours. Le point sur l'audience de ce lundi avec Roméo Kouita. Au deuxième jour de son audition, c'est une accusée sûre d'elle et très offensive qui s'est présentée à la barre ce 29 octobre. Ses positions n'ont pas véritablement changé sur sa conversation avec le général Djibril Bassolé en ce qui concerne justement le soutien financier qu'elle aurait sollicité auprès de ce dernier au profit des éléments de l'ex-RSP. En fait, elle dit que cet argent, elle ne l'a pas sollicité pour soutenir les soldats du RSP, mais plutôt pour leur famille. Le parquet, quant à lui, s'inscrit en faux contre la déclaration de l'accusé. Il estime plutôt que cet argent devrait être mobilisé pour soutenir les éléments du RSP à se battre jusqu'au bout, ça veut dire à ne pas désarmer. Je rappelle que nous étions le 29 septembre 2015, au moment où effectivement, le jour où effectivement le camp Nabakoum devrait être bombardé parce qu'il y a des éléments de l'ex-RSP qui s'y réfugièrent toujours. C'est ce jour-là qu'effectivement l'argent devrait leur être donné. Mais finalement, l'argent n'a pas pu être donné parce que le général Djibril Bassolé, pourvoyeur des fonds, on va dire celui qui devait donner l'argent, a été arrêté ce jour même. Alors, il y a Maître Kam, avocat de la partie civile, qui s'inscrit dans la même logique que le parquet. Il estime effectivement, selon lui, que cet argent n'a pas été demandé pour soutenir les familles, mais plutôt pour les éléments de l'ex-RSP à continuer à se battre jusqu'au bout, à ne pas déposer les armes. L'autre aspect, c'est la communication de l'accusé
avec des forces étrangères. C'est en cela qu'elle est accusée de complicité, de trahison. Il s'agit de sa communication avec le colonel Kone Zakaria de l'armée ivoirienne. Alors, selon les déclarations, ou on va dire les appels téléphoniques interceptés et dont a été fait cas par le parquet, il s'agissait d'envoyer des troupes extérieures pour effectivement appuyer les soldats de l'ex-RSP au moment du putsch, donc pour consolider le putsch. Et Dame Diawara, Fatmata Thérèse, accusée à la barre aujourd'hui, était l'intermédiaire. Elle a eu des échanges avec le colonel Kone Zakaria de la Côte d'Ivoire. Justement, il s'agissait d'envoyer des troupes ivoiriennes au Burkina Faso justement pour aider les éléments de l'ex-RSP. Mais les avocats de la défense et effectivement les propres conseils de l'accusé s'inscrivent également en faux contre cette position du parquet et de la partie civile qui incrimine leurs clients. L'accusée a été vraiment très offensive dans ses propos, comme je l'ai dit aujourd'hui. Elle a refusé royalement de répondre à plusieurs questions de la partie civile et du parquet. Elle a préféré notamment ne pas s'exprimer sur les appels téléphoniques et les SMS qui lui sont opposés. Donc c'est sur ces notes qu'elle a été renvoyée à la barre et elle a été renvoyée à sa place. Justement, il a été fait appel à un autre accusé ce 29 octobre. Il s'agit de Sidi Lamine Oumar, un accusé malien. Il est accusé, lui, d'incitation à la commission d'attentat à la sûreté de l'État. Alors, il était déjà l'heure de la suspension. Donc, l'audience a été suspendue pour reprendre demain, mardi 30 octobre. La page noire de ce procès, justement, c'est le décès d'un soldat qui était aussi un accusé. Il s'agit de Lompo Eloi, décès survenu le samedi 27 octobre dernier suite à un accident de circulation. Donc le parquet a demandé que l'audience de demain soit suspendue pour justement permettre à ses frères d'armes de participer justement à son inhumation qui aura lieu demain soir au cimetière de Gungué. Merci Roméo Koita. L'audience reprend donc demain mardi à 9h, mais elle sera suspendue à 13h pour permettre, comme vous l'avez dit, aux frères d'armes du caporal Lompo d'assister à son enterrement. Et cette question, à présent, la production artisanale de l'or est-elle contre-productive pour l'économie nationale? Oui, d'après l'Organisation de la coopérative et de développement économique pour l'OCDE, en effet, les sites d'orpaillage sont un canal idéal de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. C'est la chronique économie de Rémi Lambert-Nébier. Les sites d'orpaillage seraient les lieux où florissent doucement les gangrènes à toute économie prospère. Financement du terrorisme et blanchiment d'argent y seraient soigneusement entretenus, selon une enquête de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. L'enquête réalisée au Burkina Faso, au Niger et au Mali révèle, pour la partie burkinabé, des attaques et des pillages de sites d'orpaillage dans le Soum, par le groupe Ansarul Islam de Malam Diko. La flambée du terrorisme dans cette partie du Sahel burkinabé serait en partie liée à la volonté des bandes armées de contrôler l'exploitation de l'or qui regorge la zone. Il faut savoir qu'entre les trois zones, le Mali, le Burkina et le Niger, ça constitue un triangle d'or. Un triangle parmi ou dans lesquels il y a beaucoup de groupes armés qui s'affrontent. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de terrorisme. Et l'étude a remarqué que c'est pas des groupes armés non étatiques qui travaillent beaucoup dans les zones de sites d'orpaillage, font de l'enlèvement, de l'extorsion, des demandes de rançon et tout tourne autour de l'exploitation minière, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit issue de l'orpaillage. Et le phénomène que le rapport dénonce, où il attire l'attention des gouvernements,
c'est sur le fait qu'au niveau des exploitations artisanales, rares sont les personnes qui font une requête pour protection. Donc, elles sont victimes d'attaques, de pillages, mais la plupart de ces personnes-là ne font pas de requête de protection. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir savoir quand est-ce que exactement ces groupes armés-là ont pris possession des mines, des sites d'orpaillage ou pas. C'est des données qui datent de 2018. C'est des données qui ont été citées, mais on n'a pas le nom de ces sites d'orpaillage. Et le prise en otage a été mis entre guillemets, donc je ne saurais dire si elles sont totalement tombées sous les mains des groupes armés ou pas. Mais il reste à dire que c'est assez délicat actuellement et que le problème des attaques terroristes est de plus en plus ciblé. De façon générale, bon, c'est les mines industrielles et artisanaux à petite échelle là, constituent un soutien, qu'il soit direct par les enlèvements, les demandes de rançon et autres, ou un soutien indirect, que ce soit par les extorsions, les menaces et autres par les groupes armés. Cette tendance d'utiliser la production aurifère pour financer le terrorisme se confirme, selon cette ONG, par la naissance de sites d'orpaillage dans la zone de Kidal et Tessali au Mali et dans l'Aïe et Diado au Niger. Si l'ampleur de ce trafic est difficilement mesurable pour l'heure, le blanchiment d'argent pratiqué dans les sites d'orpaillage pourrait être aussi un facteur favorisant. Le rapport de cette enquête de l'OCDE invite les pays concernés à mener des enquêtes sur le terrain afin de déterminer la contribution de l'activité minière dans le Sahel au financement du terrorisme. Sport cyclisme pour finir, Mathias Sorgo, vainqueur de la 4e étape du Tour du Faso et porteur du maillot jaune pour la 2e fois. Il faut dire que l'Aïe Waïgouya, longue de 148 km, a connu ce lundi des rebondissements. N'est-ce pas, Luc Pagbelgem? Si les points chauds là s'approchent, vous cassez et puis vous attaquez partout pour aller chercher les points chauds. Ceux qui veulent les secondes au point chaud là, ils seront obligés de venir. Et quand ils vont venir, les Bamoros seront dans leur roue. C'est ça? Et maintenant, c'est le plus fort qui va prendre le meilleur point. C'est ça, non? Ou bien? Les consignes du coach des étalons cyclistes Karim Yamoro étaient pourtant bien claires. Il faut rouler pour le maillot jaune, il faut le protéger. Seydou Bamoro était à 20 secondes, il était loin devant. Donc la mission ne s'annonçait pas difficile. Voyons ce qu'a donné la course. 30 km après le départ, crevaison du maillot jaune. Seydou Bamoro va fournir beaucoup d'efforts pour rattraper les fuyards. La jonction sera faite juste après le 2e point chaud à la sortie de Yako. Le peloton est à moitié chemin, soit à 75 km de l'arrivée. Aussitôt la jonction faite, Allemands et Hollandais s'échappent. Ils emportent dans leur sillage Abdulaziz Nikiema, le capitaine, et Mathias Sorgo. À 25 km, les nouveaux fuyards sont à 5 minutes du groupe maillot jaune et à 3 minutes du groupe maillot vert. À 10 km, le groupe de 7 se disloque. Le capitaine Abdulaziz Nikiema reste derrière avec 2 coureurs. Mathias Sorgo, lui, ne lâche pas. Il sent le coup et c'est une arrivée bien enlevée à Waïgouya. Je vois un Européen à la tête, en train de rouler. Je vois le sprint final, c'est lancé, le spectacle. Regardez la connexion, les caméramans, les photographes. Attention, C'était une étape formidable. Non, tu vas regarder là-bas. Une étape formidable personnellement pour moi et pour toute l'équipe burkinabé sur cette 21e édition. Sincèrement, je remercie l'encadrement technique, je remercie mes coéquipiers. Donc ce matin, les stratégies qui ont été mises en place, je pense qu'on peut dire que ça a été respecté. L'entraîneur même va vous témoigner ça. Voilà, donc c'était maintenant de revoir parce que Bamoro avait le maillot, le poursuivant direct était le Belge à 20 secondes. Donc aujourd'hui notre stratégie c'était quoi? C'était réellement si Bamoro pouvait creuser l'écart avec le poursuivant direct, ça allait être que du bonheur. Mais nous avons vu qu'à un moment donné c'était difficile parce que Bamoro a subi une prévision 30 km après le départ. Et les Allemands ont profité de cela pour mettre le train en marche. Voilà. Mais le groupe derrière a bossé pour amener Bamoro. Quand c'est revenu,
c'est aussi ressorti. Donc j'avais la chance d'être dans une équipe qui est ressortie et avec mon capitaine Abdelaziz Ndiema. Donc je remercie beaucoup et félicite qui a fait également un gros boulot devant pour qu'on puisse arriver et puis creuser l'écart avec ceux de derrière. J'espère bien qu'on restera unis en tout cas pour conserver le maillot jaune ou soit placer un autre Burkinabé qui va récupérer le maillot et puis creuser l'écart. Notre objectif c'est surtout ça, c'est rentrer à Ouagadougou avec le maillot jaune. Première victoire d'étape de Mathias Sorgo, il endosse le maillot jaune pour la deuxième fois. La veille, il est à 39 secondes de son coéquipier Seydou Bamogo. Le maillot jaune change d'épaule mais reste burkinabé. Les 148 km ont été parcourus en 3h32 minutes 27 secondes, soit une vitesse moyenne de 41 km,798 heures. Le plus dur commence pour les étalons cyclistes. Désormais, il faudra rouler prudent et protéger le maillot jaune, quoi qu'il arrive. Burkina Faso, maillot jaune. Et pour le récompenser, mesdames, messieurs, nous invitons à présent. On ne peut tout maîtriser dans la vie et cela devrait nous enseigner à lâcher prise, à être humble. Si vous tenez les autres pour responsables de ce qu'il vous arrive comme malheur, c'est que vous n'avez rien compris de la vie. Les difficultés sont le lot de tous, des gens bien surtout. Et dès que vous surmontez une épreuve, vous êtes recruté d'office pour une autre. Mais quel bonheur de se relever d'une chute que tous pensaient fatale. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.